Waouh! Bonjour Julien. Ah, bonjour professeur. Vous avez vu mon nouveau jean? La classe, non? Tu venais d'en acheter un, il me semble. Pourquoi en as-tu acheté un neuf? L'autre était plus à la mode. C'est celui-là qu'il me fallait. Si vous saviez comment mes amis vont être jaloux. Et à droite. Non. Et à gauche. Moi j'y crois pas du tout, je pense qu'il t'a raconté des bobards. Non. Mais je pense pas moi, tu vois. Salut les amis! Salut. Coucou. Waouh, trop bien ton jean. Oh, je veux trop le même. Bah il a quoi de différent avec l'ancien? Mais toi, tu connais rien du tout à la mode, t'as pas de style. Eh, Nicolas il a raison, hein, faut être à la mode. Mm. Comme moi. Allez, salut! N'importe quoi lui. Il a la Attends, je classe. connais la mode, mais n'importe quoi. Alors comme ça, tu as acheté ton nouveau jean pour être à la mode. C'est bien ce que je disais, tu n'en avais pas besoin. Oh là là, on dirait ma mère. Je n'achète pas non plus tout ce qui passe. Tout le monde va être à la mode, non? Tu sais Julien, à la préhistoire par exemple, les gens consommaient uniquement ce dont ils avaient besoin pour Ah, mais vivre. c'est terminé la préhistoire, hein. Et puis moi j'en avais vraiment besoin de ce jean. Écoute Julien, je te propose de t'emmener à la découverte de l'histoire de nos achats, l'histoire de la consommation. Comme ça ensuite, tu pourras me dire si tu as vraiment besoin de ce jean. L'histoire de la consommation. Ça ressemble à un cours d'histoire. Parce que moi j'aime pas trop les cours d'histoire. Wow, 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 wow. Tout ça pour faire disparaître mon jean. On est où là? Nous sommes à la préhistoire. Avant, l'homme était nomade et nourrissait sa tribu par la cueillette et la chasse. Rien ne se perdait. Si une bête était chassée, toute sa viande était mangée et sa peau servait de vêtement. Pour développer l'agriculture et l'élevage, l'homme s'est sédentarisé. Quand il s'est mis à produire plus de nourriture qu'il ne pouvait en consommer, il a commencé à échanger ses produits. C'est ce qu'on appelle le troc. Ah d'accord, j'ai compris. Ah non, Julien, ça ce n'est pas du troc, c'est du vol. Aïe 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 aïe. Ok, aïe aïe. Ouh. Ah oui, d'accord, là j'ai compris là. Tu vois, Julien, à cette époque, les familles ne consommaient que ce qu'elles produisaient. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Non mais professeur, aujourd'hui ce n'est plus possible. Je ne peux pas fabriquer mon jean. Il faut vivre avec son temps, professeur. Hein. De toute façon, à cette époque, ton jean n'existait pas. Mais le coton issu du cotonnier ne va pas tarder à être tissé pour la première fois. Cela s'est passé en Inde, pays où poussent les cotonniers. Les Indiens surnommaient le coton laine d'arbre. Eh, fallait y penser, hein. L'homme a commencé à échanger avec le troc dès la préhistoire. Avec l'arrivée de la monnaie à l'Antiquité, cette tendance est intensifiée. C'est la naissance du commerce. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais c'est quoi exactement le commerce? Quand nous faisons un achat, nous achetons soit au producteur en direct sans intermédiaire, soit, et comme c'est plus souvent le cas, nous achetons auprès d'un vendeur qui a lui-même acheté ce produit à un autre vendeur, qui a lui-même acheté ce produit à un autre vendeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le commerce. Le XVe siècle a vu naître de grands explorateurs. De nouveaux navires à voile, appelés caravelles, sont inventés par les Portugais. Tenez mon capitaine. Ces caravelles permettent d'effectuer de longs voyages à travers les océans. C'est le temps des grandes découvertes vers les Amériques, l'Afrique et l'Asie. La France achetait beaucoup d'étoffes de coton appelées indiennes. Ces tissus étaient utilisés pour les vêtements et pour la décoration. Cela restait un produit de luxe. En voyageant, des pays européens comme la France, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal ont agrandi leur royaume dans les pays du Sud et en Amérique. C'est le temps des colonies du XVIe au XIXe siècle. Les pays du Nord ont réduit à l'esclavage entre 25 et 30 millions d'habitants des colonies.
pour produire des biens comme le café, le cacao ou encore le coton. Je ne savais pas qu'on avait fait tout ça pour avoir ces produits. Et l'arrivée de tous ces nouveaux biens en Europe a modifié la manière de consommer. À partir du XXe siècle, les progrès technologiques ont eux aussi radicalement transformé notre consommation. Les hommes ont progressivement été remplacés par des machines et travaillent dans des usines. C'est l'industrialisation. De nouvelles méthodes de travail sont apparues, comme le travail à la chaîne. Toutes ces méthodes nous ont permis de produire en plus grande quantité et plus rapidement. L'homme a maîtrisé de nouvelles énergies comme la vapeur, puis l'électricité et le pétrole. Il a inventé de nouveaux moyens de transport. Aujourd'hui, les biens circulent à travers le monde. Le commerce est mondialisé. Et mon jean dans tout ça alors? Eh bien, le premier jean est né en 1860. Bah, enfin. Mais en 1860, ils avaient déjà des supermarchés pour acheter les jeans? Très bonne question, Julien. Avec l'évolution des biens consommés, les lieux d'achat ont également changé. Le premier grand magasin a ouvert ses portes à Paris en 1852. C'était une véritable révolution pour les Parisiens. Il était possible de se promener à travers ces rayons sans être obligé d'acheter, et un grand choix de produits y était présenté. La grande distribution était donc née. La consommation devient une activité de loisir. En 1963 a ouvert le premier hypermarché en France. Ce magasin fait plus de la moitié d'un terrain de football et compte 400 places de parking, une pompe à essence et de grands chariots à roulettes. Produits frais, épicerie, bazar, textiles et électroménager. C'est la première fois que tous ces produits sont disponibles au même endroit. Le succès fut immédiat. Les familles ont donc plus facilement accès à la consommation. Elles s'équipent de téléviseurs, lave-linge, diversifient leur garde-robe et leur alimentation. Et oui, Julien, entre 1960 et 2010, les Français ont multiplié par 3 leur consommation. Par 3. Je me rends pas bien compte de ce que ça représente. Eh bien, regarde ce que consommait ton grand-père et regarde ce que tu consommes aujourd'hui. Oh, ah oui, je vois bien là. Aujourd'hui, notre société est basée sur la consommation. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. Ah oui, d'accord, j'ai bien compris qu'on consomme beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est quoi en fait la société de consommation? Je vais t'expliquer. En principe, nos achats permettent à notre société de fonctionner. Nous travaillons pour gagner de l'argent et ainsi pouvoir acheter des biens. Ces biens sont produits par des entreprises qui nous emploient pour les produire. Ainsi, si nous ne consommons plus ces biens, nous n'aurons plus de travail et donc plus de salaire. Notre mode de vie s'est donc structuré autour de notre consommation. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Quand j'achète quelque chose, ça donne du travail à quelqu'un qui lui aussi va pouvoir acheter ce dont il a besoin. Bah ça tombe bien, j'ai encore besoin de m'acheter plein de choses. Besoin. Petite question avant de poursuivre. Dis-moi, Julien, quels sont tes besoins pour vivre? Bah c'est facile, j'ai besoin de manger, boire, un toit pour m'abriter et de quoi m'habiller. Ce sont tes principaux besoins. Et une fois au supermarché, qu'est-ce que tu as acheté? Un jean? Mais c'était pour m'habiller. Oui, mais tu en avais déjà un sur toi. Et tout neuf en plus. Oui, mais j'en avais trop envie de ce nouveau jean. Justement, Julien, pour assurer les meilleures ventes possibles de tout type de biens, les entreprises ont développé des techniques de vente. La publicité! Oui, Julien, la publicité, elle est omniprésente. Dans les journaux et magazines papier, à la radio, à la télévision, sur Internet, sur les espaces publicitaires dans la rue ou les transports collectifs, dans nos boîtes aux lettres ou encore sur nos téléphones portables. Nous restons en permanence les cibles des publicitaires.
Nos besoins sont donc influencés, manipulés par les entreprises afin de faire naître en nous une envie de consommer. La publicité contribue à créer des besoins et donc à développer la société de consommation. Et après, tu sors ton dimanche aussi. Ah, mais salut, copain. Nicolas, t'as vu son t-shirt? C'est trop moche. La honte. Bon, moi, c'est pas grave. C'est trop moche. Et donc après, moi, j'ai sur... La consommation a un rôle important dans la définition de nos relations avec les autres. Elle n'est plus seulement le moyen de satisfaire nos besoins, mais aussi et surtout une manière de nous différencier ou d'imiter pour trouver notre place. Ah ouais? Hey! Ça marche pas tout le temps. Ouais, Je tu m'appelle, ça m'étonnes. va fonctionner. Lui aussi, il devrait le faire. Hein. Non, c'est perdu pour lui. Oh. Bah c'est vrai finalement. J'ai un peu acheté ce jean pour épater mes copains et être à la mode. Bon, j'en avais pas vraiment besoin. Mais vous savez, professeur, tout le monde fait ça, hein. Je le sais bien, Julien. C'est parce que nous avons tendance à oublier tout ce qu'il faut faire pour fabriquer les produits qui nous entourent. Par exemple, pour ton jean, sais-tu où a été fabriqué ce tissu? Par qui? Et comment? Je peux peut-être demander au magasin où je l'ai acheté? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis de réveil pourtant. Bonjour Julien, quelle belle journée qui s'annonce. Oh non, pas vous, pas encore. Allez Julien, debout. Non, non. D'accord. Alors Julien, est-ce que tu en sais plus sur ton jean? Non, pas vraiment. Mais au magasin, ils savaient pas d'où il venait. C'est vraiment important, parce que là, j'ai une partie de jeux vidéo en cours et... J'ai encore mieux. Je te propose d'aller à la découverte du cycle de vie de ton jean. Ouais, bof. Et d'abord, c'est quoi un cycle de vie? Enfin, tu te réveilles, Julien. Un cycle de vie, c'est tout simplement les différentes étapes de la vie d'un objet. Ce cycle commence tout d'abord par l'extraction ou la production des matières premières, les matériaux nécessaires pour fabriquer ton objet. Ensuite, ces matières sont transformées. C'est la fabrication de l'objet. Quand l'objet est fabriqué, il est transporté et stocké dans un magasin de distribution. C'est dans ce magasin que tu vas l'acheter. Après, tu vas l'utiliser et quand il est hors d'usage, c'est là qu'il faut prévoir son recyclage ou son élimination. Waouh, quel sacré voyage! Je ne pensais pas que les objets avaient une vie si trépidante. Eh bien Julien, si ça t'intéresse, je te propose d'aller à la découverte du cycle de vie de ton jean. Oh oui, allons voir d'où il vient! Allez-y là, faites votre truc magique! Je suis prêt! Allez! À l'origine de tout produit, il y a des matières premières. Dans le cas du jean, c'est la fibre de coton qui pousse sur le cotonnier. Le cotonnier est une plante fragile qui a besoin pour bien se développer de chaleur et d'eau. Il faut entre 5000 et 29 000 litres d'eau pour faire pousser 1 kg de coton contre 900 litres pour 1 kg de blé ou 1900 litres pour 1 kg de riz. Certaines zones, comme l'Inde et l'Afrique de l'Ouest, sont donc plus adaptées que d'autres. Waouh! Alors c'est ça le coton? Je pensais pas que ça poussait comme ça, hein. Donc si j'ai bien compris, on est en Inde. Je me rappelle maintenant. C'est ici qu'on a tissé pour la première fois le coton. Eh bien non, Julien, nous sommes en Ouzbékistan. Ah bon? Mais le climat est le même qu'en Inde? On peut faire pousser du coton ici? Justement non, Julien. Le climat de l'Ouzbékistan n'est pas assez humide. Pourtant, il s'agit du 3e producteur de coton au monde. Mais comment ils font? Grâce aux progrès dans le domaine de l'agriculture, comme par exemple le développement de systèmes d'irrigation. Mais les besoins en eau d'un champ de coton sont tellement importants que les fleuves qui servent à l'irriguer se sont taris, et la mer d'Aral s'est réduite de moitié en 40 ans. Mais ce n'est pas très logique. Pourquoi on ne fait pas le coton là où ça pousse? La vente de coton était vue comme un moyen de gagner beaucoup d'argent. Pour augmenter la production de coton, nous avons utilisé des pesticides et engrais de synthèse. L'utilisation de ces engrais et pesticides s'est généralisée dans tous les pays producteurs de coton. Ainsi, entre 1930 et 2005, l'on a réussi à produire 3 fois plus de coton sur une même surface, grâce notamment à l'utilisation de ces produits. Bravo, professeur. Merci, bravo. C'est un honneur. Pareillement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Non, non, non!
Attention Julien, ces produits peuvent être dangereux. D'ailleurs, l'utilisation de pesticides de synthèse pollue l'eau et le sol. Certains polluants s'infiltrent dans les réserves d'eau souterraines, les nappes phréatiques. D'autres s'accumulent dans le sol et même les plantes peuvent alors être contaminées. Au final, des résidus de polluants peuvent se trouver dans le coton. La manipulation des pesticides a été également reconnue comme un danger pour la santé des agriculteurs. Quoi? Eh mais c'est dangereux, vous voulez me tuer ou quoi? Ce que tu viens de voir, Julien, ce sont les conséquences négatives sur l'environnement et la santé. Mais il y a aussi un impact important sur la vie des gens. Ça n'a pas l'air facile de produire du coton. Comment vous faites? Cotton does not allow cotton farmers to live decently if they produce cotton in a conventional or in a normal method. Because cotton farmers take a lot of money from the local money lender and they pay a high rate of interest for the money that they loan from the local money lender. They don't get access to finances from banks. They use a lot of chemicals, so which also spoils their health. They use a lot of chemical pesticides. So the women, the children, especially girls and boys, are engaged in cotton cultivation, in spraying, in mixing sprays. So when they are engaged in all this, their health spoils and they spend a lot of money, which means even if they sell the cotton, they are not able to make profits. And because they are not able to make profits, they are not able to eat better food, more nutritious food, and they are not able to go to schools. So normally if cotton farmers are engaged in cotton cultivation using the normal methods, it will not or it does not allow them to live in a decent manner. Ah oui, c'est vraiment pas facile de faire du coton, hein. Je suis bien d'accord avec toi, Julien. Et tout cela, ce n'est que pour avoir la matière première de ton jean. Ah oui d'ailleurs, comment on passe de ça à ça? Je vais te montrer. Dans les usines, le coton brut est traité de différentes manières afin de le transformer en fil puis en tissu. Le filage consiste à produire du fil à partir des masses de fibres en vrac. Puis le fil est transformé en tissu à l'aide d'un métier à tisser. C'est le tissage. Ce tissu est ensuite ennobli, c'est-à-dire qu'il est traité pour obtenir une toile de Nîmes. Ces étapes sont consommatrices d'énergie. De plus, de nombreux produits chimiques, tels que le chlore, peuvent être utilisés et rejetés dans l'eau avec des risques de pollution de l'eau. Mais alors, s'il y a plus de jeans, ça veut dire qu'il y a plus d'usines. Mais s'il y a plus d'usines, ça veut dire qu'on consomme plus d'eau, plus de pesticides, et les agriculteurs aussi. Et alors, le coton, c'est vraiment pas facile à fabriquer. Et si peut-être... Oui, Julien, c'est à peu près ça. Alors il faut tout arrêter. Oui, mais les gens veulent acheter de nouveaux jeans. Regarde-toi. Heureusement, il n'y a plus qu'à le coudre ce jean, hein. Un peu de tissu, on le coud et hop, on a un jean. Malheureusement, Julien, ce n'est pas si simple. Mais on est où là? Dans une usine de fabrication de jeans. Ces usines sont souvent dans les pays du Sud. Ils y découpent, taillent et cousent le tissu à l'aide de machines pour en faire un pantalon. Les conditions de travail sont souvent très difficiles pour les ouvriers. Au niveau des salaires, des horaires et de leur sécurité, leurs droits ne sont pas respectés. Ce dernier est également traité pour convenir à la mode du moment. Les tissus sont souvent délavés. Un effet usé est recherché par de nombreux consommateurs. Pour obtenir cet effet, des traitements chimiques et physiques leur sont appliqués. C'est-à-dire que les travailleurs y appliquent des produits chimiques tels que du chlore ou du permanganate et les frottent avec de la pierre ponce. L'application de ces méthodes est très dangereuse pour la santé des travailleurs et les rejets de ces traitements peuvent polluer l'eau et le sol. Eh, tu nous as volé un jean, rends-le-nous. Ah non, pas du tout, celui-là je l'ai acheté en France. Menteur. Bah si, je vous assure, parce que vos jeans, ils prennent le bateau, le train, l'avion, et ils sont ensuite vendus en France. Parce que le coton, on peut le trouver en Inde, mais aussi en Ouzbékistan. Parce que si vous saviez... Au voleur! En tout cas, Julien, tu avais bien deviné. Les jeans sont ensuite acheminés en France pour être achetés. Eh ben on peut dire qu'ils m'ont pas cru, hein. Tu vois, Julien, une fois dans les magasins, les vendeurs étiquettent et mettent en valeur le produit de façon à attirer le consommateur.
Ils peuvent indiquer que le pantalon fait partie d'une nouvelle collection ou qu'il bénéficie d'une réduction lors des soldes. Et... Ça, c'est de la publicité! Vous avez vu comment elle s'est jetée sur ce jean? Un peu comme toi, Julien. Ouais, c'est vrai. Mais fallait bien que je m'habille! Je suis bien d'accord, Julien. Mais tu avais déjà un jean presque neuf. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'en avoir un autre? Non, c'est vrai, pas forcément. Surtout quand on voit tout ce qu'il faut faire pour le fabriquer. Et c'est la même histoire pour tous les produits de notre quotidien. Derrière leur fabrication, il y a des hommes qui travaillent et des ressources naturelles qui sont utilisées. Mais il n'y a pas que dans la fabrication que des ressources sont utilisées. Dans ton quotidien aussi. Prenons ton jean par exemple. Quand tu le laves et que tu le repasses, tu utilises beaucoup d'énergie. Ah non, mais ça n'a quand même rien à voir avec les grosses usines. Détrompe-toi, Julien. Cette phase a presque autant de conséquences négatives sur l'environnement que toute la fabrication de ton jean. C'est incroyable ça, hein. On se rend vraiment pas compte. C'est à toi aussi de faire le choix de limiter cet impact négatif. Ça y est, j'ai compris. Alors, première mesure, plus de sèche-linge, plus de fer à repasser. Mais par contre, pour le jean, il faut quand même que je le lave. Oui, mais tu peux quand même faire quelque chose, non? Alors, je prends de la lessive écologique et je le lave pas tous les jours. Eh bien, tu vois quand tu veux. Et qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu n'en veux plus ou qu'il est hors d'usage? Oh, je sais. Mon jean, je pourrais peut-être le donner à Nicolas, il l'aimait bien. Alors là, Julien, je suis impressionné. Et voilà l'histoire de la fabrication d'un jean. Non mais tu te rends compte tout ce qu'il faut faire? Ouah, c'est fou, hein. Ah, Et c'est comme ça pour tous les objets. bah ouais, tout ce que t'achètes, t'imagines? Faut vraiment qu'on se renseigne sur tout ce qu'on achète. Ouais. Ah salut Nicolas. Salut. Salut. Une orange, j'adore ça. Tu m'en donnes un peu? Bah vas-y. Non, 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 on est en plein été. Les oranges, ce sont des fruits d'hiver. Tu te rends compte de tout ce qu'il a fallu faire pour avoir des oranges en été? Ah ouais, t'as raison. Tu te rends compte Nicolas, toi? Bah quoi, t'en veux plus? Mais quoi à la fin? Ah mais tu sais ce qu'il faut pour avoir des oranges en été? Bah faut les transporter, les faire pousser dans des serres, les cultiver, les conserver, etc. etc. Alors tout ça, ça utilise beaucoup d'énergie. Oui, il faut préserver notre planète. Julien va expliquer la fabrication d'un jean. Il faut penser à limiter l'impact sur notre environnement. Non mais d'accord, moi je veux bien. Mais on fait comment? Ah bah oui, ça c'est vrai. On fait comment? Professeur, vous pourrez peut-être me donner un coup de main là, non? Je trouve que tu t'en sors plutôt bien, moi. Allez, professeur. D'accord. Ah bah, on est où là? C'est où? Bonjour monsieur. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici? Alors ici on fait de la distribution de produits en circuit court. Bah ça veut dire quoi en circuit court? Ça veut dire que moi par exemple, je vends des produits aux consommateurs. Je suis producteur, je vends directement mes produits aux consommateurs sans passer par les intermédiaires. Comme les hypermarchés par exemple. D'accord. Mais ça change quoi de pas avoir d'intermédiaire? Ah bah ça change pas mal de choses. Par exemple, moi je peux vendre mes produits à un meilleur prix. D'accord. En tout cas, ils sont vraiment beaux vos légumes. Ah Hein. bah merci. Ouais, il y en a plein. Et dis donc, j'espère que vous avez pas d'orange, hein? Ah oui, parce que si vous saviez tout ce qu'il faut faire pour avoir des oranges en cette saison. Non, non, pas d'orange. Ici on vend que des fruits et des légumes de saison. D'accord. Et il n'y a pas de pesticides, hein? Mais non, bien au contraire. Moi je suis agriculteur biologique. Donc je fais attention à l'environnement et en plus à ma santé. D'accord. Et pour le transport, comment ça se passe? Ah oui, parce que Julien il m'a expliqué. C'est super compliqué. Ah oui, ça utilise beaucoup d'énergie. Hein. Non, vous inquiétez pas les jeunes. Moi j'ai décidé de vendre mes produits à côté de mon exploitation. Et d'ailleurs, Ouais. on pourrait venir faire un tour. Ah ouais, ce serait super. Ce serait chouette, oui. Ah bah au moins ici, on sait vraiment d'où viennent les produits qu'on achète. Ah, vous avez du chocolat? Ah non, désolé, on n'a pas de ça ici. Ah, dommage. Parce que moi, je veux vraiment savoir d'où vient mon chocolat. Alors attendez. Apparemment, je crois qu'il existe des magasins spécialisés qui peuvent vous dire d'où vient votre chocolat. Ah bon? C'est super ça. Ah ouais. Eh ben, on va faire ça. Ah bah d'accord. Moi par contre, avant de partir, j'aimerais bien prendre des légumes s'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît. Bah, pas de problème. Alors en ce moment là, c'est la fin de la saison des radis. J'adore les radis. C'est vrai? Oui. Allez hop, cadeau. Ah bah, moi, je vais peut-être vous prendre une petite batavia. Et ça tombe bien, c'est Bonne la idée. saison des salades. Super. On peut aller manger ensemble. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. À très vite. Ah vous aussi les jeunes. Ils sont trop beaux mes radis. En tout cas, il était vraiment super sympa. Ouais, j'irai le voir moi encore. Hein. Et si on allait chercher le chocolat maintenant? Ok, Allez. c'est parti. Ouais, c'est génial. Allez, viens. Ah, c'est sympa. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez du chocolat, s'il vous plaît? Oui, mais attention. Il vient d'où votre chocolat? Eh bien justement, j'ai ce chocolat au lait qui vient de Bolivie. Alors ce chocolat a une histoire parce qu'en Bolivie, certains producteurs sont regroupés dans une coopérative pour travailler ensemble. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Mais pourquoi ils sont plus forts? When producers are together, they have a better voice
So producers can negotiate for a better price with the buyer, and producers can decide, take a decision on their own whether to sell it to a particular buyer or not, or go with the produce to another buyer. And by coming together, they also have more volumes, which helps them to negotiate better. By coming together, they also can access various other programs from different opportunities, from different government programs, government opportunities, finance, credit. So they are not independent, they are not individually driven, they are driven by the cooperatives. Mais il y a des pesticides dedans? Non, ils en utilisent rarement pour protéger leur santé et respecter l'environnement quand ils cultivent. Ah, d'accord. Eh ben, je vais vous le prendre alors. Ah tiens, regarde, c'est ça le cotonnier. Eh, j'en ai jamais vu comme ça. Eh oui, j'en ai vu en Inde et en Ouzbékistan, moi. Ah bah d'ailleurs, on a aussi des vêtements en coton équitables. Ah Venez, ouais suivez-moi. D'accord. Génial. Vous voyez, ce sont des vêtements en coton équitable qui viennent d'Inde. Ils ont l'air bien. Hein. Ah ouais. Si j'ai bien compris, quand j'achète commerce équitable, ça améliore les conditions de vie et de travail des gens qui l'ont fabriqué, c'est ça? Le commerce équitable ne s'arrête pas qu'à des relations commerciales plus justes, car l'objectif est de changer tout le commerce en changeant les règles du jeu et en faisant respecter les droits. Oh, regarde. C'est génial. Tiens, prends celui-là. Super. Bah merci beaucoup madame De en tout rien. cas. Merci. Allez, passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est quand même génial. J'achète du chocolat et en plus, il a une histoire à me raconter. C'est vrai, hein, son chocolat il est vachement mieux que ton jean. Et en plus il est beaucoup plus intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai ça finalement. Tu vois Julien, il existe des magasins où l'on peut connaître le cycle de vie des produits. Et pareil pour les légumes. Maintenant, je sais quel agriculteur fait pousser les légumes. D'après toi Julien, est-ce qu'il existe d'autres façons d'acheter pour trouver ce dont vous avez besoin? Bah, c'est déjà un peu le cas, non? Regarde Julien, j'ai emprunté une BD à la médiathèque, elle est trop bien, j'adore. Et tu me la prêtes? Ouais, si tu veux, tu pourras la récupérer à la médiathèque quand je la ramènerai. Il y a plein d'autres BD, tu peux toutes les emprunter. D'accord. Salut Julien. Salut Nicolas. Eh, t'as vu ce que j'ai acheté dimanche à la brocante? Un super jeu vidéo. Waouh, mais il est trop bien, j'ai Ouais. déjà joué. Et il est comme neuf. Un peu comme ton ancien jean. Bah, c'est vrai ça, professeur. Qu'est-ce que je vais en faire de mon ancien jean? J'ai plus trop envie de le jeter maintenant. Eh bien Julien, on dirait que tes amis ont trouvé comment donner une seconde vie aux objets. Je n'ai quand même pas laissé mon jean à la médiathèque. Eh, je pourrais peut-être le revendre à la brocante. Bravo Julien, je crois bien que tu commences à comprendre comment agir en consommateur responsable. Tu vois quand tu veux.